Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser un phénomène thermique simple. Et on va voir comment, notamment, proposer un modèle électrique équivalent. On s'arrêtera à des cas simples. On n'est pas en train de dire qu'on va pouvoir faire de la modélisation spatiale, des échanges thermiques, etc. Mais avoir une première approche qui permette de connaître les températures en différents points dans un cas de figure de phénomène thermique. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? En fait, on va parler de la puissance thermique, c'est-à-dire la quantité d'énergie thermique, la chaleur, échangée par unité de temps. D'accord? On va parler de la résistance thermique, c'est-à-dire la capacité d'un composant, ce que j'appelle composant, ça peut être électroniquement ou pourquoi pas un composant d'isolation dans une maison, à limiter l'échange de chaleur. Et on va parler de la capacité thermique, la capacité thermique étant l'énergie nécessaire pour obtenir une élévation de température d'un Kelvin ou d'un degré Celsius, puisque vous savez qu'un delta T de 1 Kelvin ou de 1 Celsius, c'est la même chose, puisque les degrés Kelvin et les degrés Celsius, c'est la même échelle finalement, juste décalée, quoi. D'accord? Alors le type de problème qu'on peut traiter, c'est par exemple dans les logements. Dans un logement, en fait, on veut imposer un delta T, c'est-à-dire qu'en général, on se place dans le cas de figure hivernal où on veut imposer une température autour de 18-19 degrés dans la maison. Avant, on disait 20, mais par rapport aux économies d'énergie, on vise plutôt 18-19 degrés dans la maison. Dehors, on se dit il fait 4 degrés. Et on va se poser la question de quelle puissance est nécessaire pour assurer cette température à l'intérieur de l'habitat, connaissant la température à l'extérieur de l'habitat. Donc on impose un delta T, et on va chercher la puissance nécessaire pour imposer ce delta T en connaissant les résistances thermiques et les capacités thermiques des différentes parties du bâtiment, en les connaissant ou pas, ou en cherchant à les améliorer. Nous, on va s'intéresser à un autre cas de figure dans notre exemple, c'est à celui des problèmes thermiques dans les composants d'électronique de puissance. Dans les composants d'électronique de puissance, l'utilisation du composant fait que j'ai une puissance thermique PTH que je dois être capable de dissiper. Au niveau du point de jonction de mon composant, là, j'ai un échauffement par effet Joule. Et cette chaleur, si je ne lui permets pas de se dissiper, elle va faire surchauffer mon composant et elle risque de le détériorer. Elle va peut-être même le faire fondre tout court. Et du coup, nous, la question, ça va être comment limiter delta T, parce qu'on va considérer que la température de l'air ambiante, elle est constante, elle est imposée. 25 degrés, on prend en général. Des fois, on peut prendre 20, mais on prend 25 degrés en général. Et on se dit, bah, est-ce que je suis sûr que, vu la puissance que je fais passer par ce composant, je ne vais pas le griller en montant au-delà de la température limite qu'il peut accepter. Température limite qu'il peut accepter que je retrouve dans sa datasheet. Alors, les phénomènes thermiques qui vont nous intéresser. J'ai le phénomène de résistance thermique en régime permanent. Ça veut dire quoi? En fait, c'est que la différence de température entre un point A et un point B, ça peut être par exemple l'air ambiant de mon composant et puis le point de jonction de mon composant. On va plutôt dire en général jonction ambiant pour partir du point chaud vers le point froid. Donc ce delta de température, cette différence de température entre les deux points, on sait que c'est égal à quoi? À la puissance thermique qui est à dissiper. Donc la puissance thermique, elle est au niveau du point chaud, hein, fois la résistance thermique qui existe entre les deux points que je suis en train de considérer. Delta T en degrés Celsius, j'ai oublié le C là, pardon, au Kelvin. PTH en watts, c'est une puissance. Et R thermique entre A et B, la résistance thermique entre A et B, en Kelvin par watt. Je peux aussi avoir, quand je veux modéliser les régimes transitoires, la capacité thermique de mon composant ou de mon matériau finalement. Et là, je vais avoir quoi comme équation? Je vais avoir que la puissance thermique que j'applique, elle est égale à la capacité thermique fois delta T. Rappelons-le, la capacité, c'est l'énergie qu'il faut pour monter de 1 degré. Donc finalement, l'énergie qu'il faut fois la vitesse de variation, entre guillemets vitesse de variation de la température, puisque c'est dérivé de delta T sur dt, est égale à la puissance que je fournis. C'est logique. Ici, j'ai des watts. Ici, j'ai des joules par degré. Et ici, j'ai des degrés par seconde.
Donc finalement, ici, j'ai des joules par seconde, c'est-à-dire des watts. D'où les unités qui sont en dessous là. Ça me permet de modéliser le transitoire. Mais je ne sais pas si vous voyez l'analogie déjà se faire, s'opérer, mais finalement ici, si je me dis que delta T, c'est une différence de potentiel, alors de potentiel thermique ici, et que c'est égal à PTH fois R. Si PTH, je me disais que c'était un flux. On a dit que c'était un flux de chaleur tout à l'heure. Bah, du coup, finalement, je peux imaginer, je faire l'analogie avec le courant électrique, et je me retrouve à dire que finalement j'ai U égale R fois I. Ça me donne une analogie. Pour parler d'une vraie analogie, il ne faut pas que ça s'arrête à une seule équation, sinon là c'est juste un problème de proportionnalité. Mais si je reprends le problème de la capacité thermique, eh bien je vais bien retrouver que I, le courant, serait égal à la capacité fois la dérivée de la différence de potentiel, c'est-à-dire de la tension. Et on retrouve bien l'expression d'une impédance d'une capacité en électronique. Et donc on va utiliser cette analogie, donc delta T faisant l'analogie avec une tension, la puissance thermique faisant l'analogie avec un courant et la résistance avec une résistance, ou ici la capacité avec une capacité. On va utiliser cette analogie pour proposer des modèles électriques, ici, mais en fait des modèles électriques simplement parce qu'on sait facilement travailler avec ces modèles-là de par les lois de Kirchhoff, la loi des mailles, la loi des nœuds, et du coup ça va nous faciliter le travail sur des problèmes thermiques avec des petits modèles simples par analogie électrique. Ici par exemple, j'ai une puissance thermique à dissiper. TJ, pourquoi? Parce que c'est la température du point de jonction sur mon semi-conducteur. T ambiant, c'est-à-dire la température de l'air ambiant qui l'entoure. Et donc cette puissance, elle passe de ce point chaud, elle doit passer à ce point froid. Pour passer de l'un à l'autre, elle va rencontrer la capacité thermique de mon composant, qui va imposer finalement la constante de temps de la montée en température, et elle va rencontrer une résistance thermique, qui lui va imposer le delta de température, delta T là, le delta de température en régime établi, quoi. Et ça, on sait travailler avec. On peut réutiliser toutes les méthodes et tous les outils qu'on avait vus en élec sur un problème thermique. Si je reprends le cas de figure de mon transistor, j'ai donc mon point de jonction qui est là, au niveau du silicone, et du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça chauffe trop, parce que sinon, je risque de tout faire fondre, de tout griller. Ce point de jonction, il n'est pas directement en contact avec l'air. Ici, c'est une vue en coupe, entre guillemets. Il y a un boîtier autour de ce point de jonction, et ce boîtier, il possède aussi une résistance thermique. Il possède une résistance thermique, et en fait, on va décomposer cette résistance thermique en deux parties. Alors, ça dépendra des docks techniques, hein. Des fois, ce sera directement de la jonction à l'air ambiant, mais on peut considérer qu'il y a une résistance thermique entre la jonction et le boîtier, et qu'il y a une résistance thermique ensuite entre le boîtier et l'air ambiant. Ça revient à mettre deux résistances en série. Voilà. Et donc, si c'est un cas de figure tout simple comme ça, sans dissipateur, on va en reparler après, c'est-à-dire sans rajouter un petit, des fois on dit un petit radiateur, mais en fait c'est pas un radiateur pour chauffer, c'est un dissipateur pour faciliter l'évacuation de la chaleur, et ben je vais me retrouver avec ma puissance thermique, température du point de jonction, résistance entre la jonction et le boîtier, résistance thermique entre le boîtier et l'air ambiant, et température de l'air ambiant. Et ça va me permettre, comme la température de l'air ambiant, on fait l'hypothèse qu'elle est constante, ça va me permettre de retrouver la température du point de jonction et de me dire, ah ok, voilà la puissance thermique max que je peux chercher à dissiper à travers mon composant pour ne pas aller au-delà de la température de point de jonction maximale. Maintenant, on peut aussi chercher à baisser la température en se disant, je voudrais utiliser ce composant parce que technologiquement, j'en ai peut-être pas d'autres là sous la main qui me permettent de dissiper plus de chaleur. Le problème, c'est que j'ai besoin de faire passer plus de puissance. Je vais avoir plus de dissipation thermique parce que, en général, ce qui se passe, c'est que quand on fait augmenter le courant qui circule dans mon composant, ben, j'augmente les pertes par effet Joule dans mon composant. Et là, ça va être à vous de vous poser la question aussi de comment calculer la puissance dissipée dans mon composant. Vous avez eu un cours sur les modèles avec les pertes pour ces composants-là. D'accord?
Et bah, du coup, je vais me dire, en fait, j'avais une résistance thermique entre mon point de jonction et mon boîtier. Mais maintenant, si je rajoutais un radiateur, de telle manière que je colle mon dissipateur, je dis radiateur, mais c'est mon dissipateur, mais le petit R, c'est pour radiateur. Donc, vous voyez, c'est un composant métallique comme ça. Pourquoi métallique? Parce qu'il est très bon conducteur de chaleur. Je vais le coller au boîtier de mon composant. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai quasiment plus, j'ai juste les petites parties qui ne sont pas collées, j'ai quasiment plus de résistance thermique entre le boîtier et l'air ambiant. J'ai une résistance thermique, et on met une patte pour faciliter les échanges entre le boîtier et le radiateur, puis une résistance thermique entre le radiateur et l'air ambiant. Et pour nous, évidemment, le but du jeu, c'est que cette résistance thermique soit la plus faible possible pour faciliter la diminution de température. C'est pour ça qu'on va coller un matériau conducteur de chaleur, c'est-à-dire du métal, et qu'on va avoir des ailettes. Pourquoi? Pour avoir de la surface d'échange et que ce soit le plus facilement en contact avec de l'air ambiant pour refroidir plus facilement. Parce que, sauf si je mets un ventilateur ici, je mise sur ce qu'on appelle de la convection libre, c'est-à-dire de la convection non forcée, sans ventilateur, pour qu'il y ait un échange de chaleur. L'air chaud va être mobile par rapport à l'air froid et donc on mise sur un renouvellement de l'air naturel autour de mon radiateur, quoi. Donc voilà, là, ça me donne quoi comme expression? Celle-là, la résistance thermique entre le boîtier et l'ambiant, elle est très grande devant les deux autres, donc je peux la négliger ici. Et du coup, je me retrouve à dire que la différence de température entre le point de jonction et l'air ambiant, c'est égal à la puissance thermique que j'ai à dissiper, fois quoi? Bah, j'ai trois résistances en série, je fais simplement la somme des trois. RθJB, c'est la résistance thermique entre la jonction et le boîtier. RθJA ou BA, là, c'est pas jonction, c'est boîtier ici. Il y a une petite erreur. Donc, RθBA, c'est la résistance thermique entre le boîtier et l'air ambiant. Mais ça, on a dit, on peut négliger parce que c'est très grand. RTH, je dis θ, mais c'est TH. RTHBR, c'est la résistance thermique entre le boîtier et le radiateur. Donc ça, c'est la résistance de contact qu'on cherche à rendre très très faible grâce à de la pâte conductrice. Et RTHRA, c'est une résistance thermique radiateur-air, d'accord, bah, qui, elle, va être fonction de l'allure du radiateur et du dimensionnement du radiateur qu'on va faire. En fait, il y a des abacs, parce que vous pouvez acheter des petits radiateurs comme ça qui se fixent sur vos composants, et il existe des abacs qui vont vous permettre de savoir, en fonction de la dimension du radiateur, quelle est la résistance thermique que vous obtenez. Et donc, bah, des fois, vous allez chercher à quantifier la longueur de radiateur nécessaire par rapport à la température que vous avez, euh, que vous vous autorisez à atteindre au niveau du point de jonction et à la puissance que vous avez à dissiper. Voilà, ce sont des petits problèmes très simples. Il faut bien comprendre que là, c'est un modèle électrique équivalent, mais que ce n'est pas un phénomène électrique. Si phénomène électrique il y a, c'est dans un autre modèle qu'il faudrait utiliser pour déterminer la puissance thermique à dissiper par effet Joule. Mais ici, c'est bien une puissance thermique qu'on rend équivalente à un courant, entre guillemets. Et ici, ce sont bien des résistances thermiques, ce ne sont pas des ohms, là. Hein. Ce sont des degrés Celsius par watt ou des Kelvin par watt. Mais c'est ça qui est important. Et ce qui est équivalent à des potentiels, ce sont des températures.